Avant de présenter nos intervenants, je voudrais juste redire quelques mots sur ces dialogues, puisque le principe de ces dialogues a aussi un petit peu à voir avec le principe du catalogue d'une autre manière, puisque ces dialogues permettent d'ouvrir la salle Labrouste à tous pour y donner à entendre et à comprendre la recherche qui s'y mène. Et il sera question de drapé ce soir, de jeunesse des œuvres et des dialogues. Ces dialogues ici disent un peu aussi de la jeunesse d'une recherche, du processus de travail du chercheur, de l'historien d'art, processus dont il est également question dans l'ouvrage de ce soir. Nous sommes donc ravis de commencer cette année 2020 des dialogues de la salle Labrouste avec un catalogue d'expositions remarquable. L'exposition a lieu jusqu'au 8 mars. Donc voilà, je vous incite à y aller. Et je souhaitais aussi remercier nos intervenants d'avoir pensé ce dialogue par le biais justement de la critique génétique, qui est essentielle pour le propos de l'ouvrage. Si la critique génétique étudie ce que l'on peut appeler les avant-textes en littérature, comment est-ce qu'on peut penser une critique génétique en histoire de l'art? Et surtout, comment envisager un dialogue des méthodes? Par ce motif classique du drapé, l'exposition et le catalogue interrogent tout autant les outils de l'artiste que les outils de l'historien de l'art. Alors je ne vais pas en dire plus, je vais laisser nos intervenants en parler. Sylvie Ramon et Éric Pagliano qui sont commissaires de l'exposition et auteurs du catalogue avec Pierre-Marc de Biasy. Sylvie Ramon est historienne de l'art, conservatrice en chef du patrimoine et elle dirige le musée des Beaux-Arts de Lyon depuis 2004, ainsi que le pôle des musées d'art de Lyon qui comprend le musée d'art contemporain. Comme le remarque l'avant-propos du catalogue, Sylvie Ramon a dirigé le musée d'Unterlinden à Colmar avant d'arriver à Lyon et ce musée conserve le retable d'Issenheim de Grunewald, chef-d'œuvre de figures drapées. On doit à Sylvie Ramon de nombreuses expositions, publications sur Jean Hélion, Hartung, Léger, Étienne Martin, Joseph Cornell. Je ne peux pas tout citer, mais on pourra revenir justement sur ces projets aussi antérieurs. Éric Pagliano est conservateur du patrimoine au Centre de recherche des musées de France, ancien pensionnaire à l'INHA et à l'Académie de France à Rome. Il étudie le dessin depuis presque 20 ans, plongeant dans les grandes collections de plusieurs musées français, Orléans, Lyon, Grenoble, Montpellier, Rennes, sur lesquels il a beaucoup publié. Il est connaisseur au sens ancien du terme, spécialiste des processus de création graphique. Il a été également co-commissaire aussi avec Sylvie Ramon et avec Jean-Luc Nancy de l'exposition Le plaisir au dessin, qui a eu lieu à Lyon également. Et comme le disait Éric de Chassey tout à l'heure, il a été accueilli récemment pour un séjour de recherche à l'INHA. Pierre-Marc de Biasy est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes. Spécialiste de génétique littéraire, agrégé de lettres, il étend ses recherches dans plusieurs directions qui se rejoignent bien souvent autour de l'histoire de l'écriture et des nouvelles technologies. Également spécialiste de l'histoire du papier, par exemple, ses travaux touchent aussi directement à l'histoire de l'art et je crois que le dialogue de ce soir poursuit des échanges antérieurs entre nos invités et justement sur les usages de la critique génétique entre littérature et histoire de l'art. Donc un très grand merci à tous les trois et bon dialogue à tous. Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir. Alors vous avez bien compris que dans la situation, je vais jouer le rôle du témoin, beaucoup moins éclairé que les responsables de l'expo qui vont nous parler, mais un témoin quand même vraiment enthousiaste, puisque je reviens de Lyon, où j'ai vu l'exposition de mes yeux, et je dois dire avec un bonheur complet. C'est une exposition, je vous en dis 3 mots avant de leur passer la parole, de grande dimension. C'est 800 mètres carrés de scénographie absolument passionnante. C'est 248 œuvres ou 250. Et c'est une... comment dire? Je pense que c'est une exposition un peu exceptionnelle parce que sa conception repose, on va le voir, sur une sorte de problématisation de l'idée de drapé qui fait de cette exposition à la fois une exposition thématique, bien sûr, mais une exposition qui bouscule la chronologie. Vous voyez sur le catalogue qui est une œuvre à part entière, hein.
par ailleurs, on lit Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer. C'est une façon un peu emblématique de dire que quelque chose dans le concept de drapé est mis en scène ici d'une façon interrogative. Je crois que ça tient beaucoup aux réflexions nombreuses, longues, très approfondies qui ont précédé cette création d'exposition. Et comme on vous l'a dit, c'est une exposition qui parie en beaucoup de points sur l'approche génétique. Alors, juste quelques mots sur cette idée. La génétique est probablement une des principales innovations du discours critique depuis le moment théorique, depuis les années de la French Theory, des années 60-70. C'est un courant qui est sorti du structuralisme pour s'interroger sur... vous savez, à l'époque, on parlait du travail du texte, du travail de l'œuvre, et les gens qui ont mis au point cette approche ont cherché à comprendre ce que ce travail pouvait être matériellement, concrètement, c'est-à-dire par les traces que laisse le travail du créateur avant d'aboutir à l'œuvre finale. Alors ici, cette exposition prend au sérieux cette hypothèse. C'est une des raisons pour lesquelles, dans les 250 pièces qui nous sont présentées, il y a un grand nombre, je ne sais pas la proportion, mais ça doit être 160 ou quelque chose. Pardon ? 31, exactement. Voilà. Un grand nombre de dessins qui sont évidemment le médium par lequel l'esquisse, l'ébauche, le mouvement de recherche a pu laisser des traces très significatives. L'idée, je crois, mais ils vont nous dire de façon beaucoup plus précise que moi ce qu'il en est, c'est, au fond, c'était de laisser au drapé sa vie. C'est-à-dire de ne pas faire un drapé qui soit coulé dans le bronze ou taillé dans le marbre, ce qui est une sorte d'aporie ou d'oxymore, mais au contraire, un drapé qui, dans l'œuvre en train de se faire, dans l'œuvre à l'état naissant, reste drapé, garde la légèreté, si vous voulez, au fond, le mouvement même qui va donner au tissu, à la tenture, à la toge, cette vie. Et à travers la démarche, l'approche génétique, je crois qu'il y avait à la fois le souci de comprendre autrement, de façon plus approfondie, ce que pouvait être le geste de création du drapé en art plastique, en histoire de l'art, mais aussi la volonté de lui conserver à ce drapé et à ce concept de drapé quelque chose d'immatériel, de vivant et de léger, un peu quelque chose comme le vent qui l'anime. Alors, comme on parle d'une approche génétique sur cette exposition qui nous en fait la démonstration, je vais poser la première question à nos deux concepteurs de l'exposition sur la genèse même de cette exposition. Qu'est-ce qui vous a incité au point de départ à travailler ensemble, en complice, l'un et l'autre, sur cette thématique? C'est une thématique qui vous concernait quand même déjà au départ, Sylvie. Alors c'est vrai, ce qui nous a réunis, c'est cette fascination pour le drapé. J'ai eu la chance, on l'a rappelé, de diriger le musée d'Unterlinden de Colmar avant de prendre la direction du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et j'ai toujours été absolument fascinée par les drapés de Grunewald, tout particulièrement les dessins préparatoires à Bissenheim. Et puis, on s'est rencontrés avec Eric, on l'a rappelé aussi tout à l'heure, sur cette exposition que nous avons partagée avec Jean-Luc Nancy, où le dessin était aussi au cœur de cette recherche. Après, on a eu le plaisir aussi de travailler sur la collection de dessins italiens que tu as publié, que nous avons exposé également. Et puis, je savais qu'en 2005, alors que tu étais tout jeune conservateur au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, tu avais conçu déjà une exposition sur le drapé à partir des collections principalement de dessins du XVIIe et du XVIIIe siècle, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Donc tout ça nous a réunis, bien sûr.
avec quand même ce pari fou, puisque le drapé concerne toutes les civilisations, tous les médiums, toutes les périodes de l'histoire de l'art. Donc à partir de ce constat, il a fallu imaginer un concept. Pour ma part, Sylvie vient de le rappeler, j'ai été conservateur au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et lorsque je suis arrivé dans ce musée en 2000, j'ai constaté, je connaissais absolument rien au dessin, je tiens à le préciser. On m'avait demandé d'étudier le fond de dessin italien. Et j'avais remarqué qu'il y avait deux types de dessins qui prédominaient dans leurs motifs. J'entends pas dans leur séquentialité génétique. Il y avait des nus et des drapés. Je ne faisais pas le lien à l'époque entre ces deux motifs, nus et drapés. C'est bien plus tard, et vous le verrez lorsqu'on fera défiler les images, quelques images, que le lien entre ces deux motifs était également génétique. Donc voilà, j'ai fait une petite exposition dossier là-dessus. D'ailleurs, le catalogue, je l'ai écrit lorsque j'étais pensionnaire à l'INHA en 2004 ou 2005, si je me souviens bien, à partir, comme Sylvie vient de le rappeler, des dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc ça a été une base à partir de laquelle on a construit par la suite l'exposition. C'est en 2015, Sylvie, qu'on a initié ce projet, à la fin de l'année 2015. Sylvie s'est lancée dans ce projet. Je me souviens que tu me disais très souvent que quand tu étais petite, c'est-à-dire directrice du musée d'Unterlinden, tu disais « quand je serai grande, je ferai une exposition sur le drapé ». Voilà, donc elle s'est concrétisée en 2019. On a mis 4 ans pour mener à bien ce projet. Voilà pour la genèse, une sorte de biographie intellectuelle raccourcie de ce projet. Et puis à l'origine, alors pour compléter aussi, il faut rappeler la présence de cette merveilleuse feuille d'Albrecht Dürer qui est dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est une étude de draperie pour le retable Heller. Et voilà, ça m'a vraiment confortée dans ce projet de consacrer une exposition au drapé. On va revenir évidemment sur les pièces. Il y en a des de vraiment époustouflantes, il y a des choses rares, il y a des choses vraiment inconnues, enfin en tout cas vraiment rares. Et puis il y a surtout une mise en scène très, très singulière de ce corpus autour du drapé. On va regarder un diaporama. Mais je crois qu'avant de le voir, il faut avoir une idée du concept général de cette expo. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, avant tout la problématisation de la question du drapé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans ce qui aurait pu être une sorte de démarche de découverte chronologique du drapé de l'Antiquité à nos jours, une sorte de fil rouge comme ça qui serait purement temporel. On a au contraire une interrogation au fond des conditions même de possibilité du drapé. Par exemple, dans le rapport, comme le disait Eric, entre le corps nu et le corps habillé, mais aussi en passant par toutes sortes de médiations techniques par lesquelles le drapé prend forme en art. Par exemple, le mannequin. Par exemple, le lien qu'il peut y avoir de passage discret et significatif entre le mannequin et le modèle vivant. Ce qui fait qu'au fond, cette exposition, elle est constituée d'étapes, de moments qui sont les étapes d'une pensée, les étapes d'une réflexion de plus en plus approfondie, un peu obsessionnelle, où on a l'impression, après avoir fait le tour de l'exposition, il faut 3 heures pour la voir vraiment bien. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu, mais il faut dire que j'étais accompagné par François-René Martin, qui m'a beaucoup commenté tout, et c'était génial. Mais c'est un itinéraire vraiment mental et rêveur. Chacune des problématiques traitées constitue une sorte de salle. Je crois qu'on va en voir dans les images. Et dans ces salles, alors, on trouve une confrontation des périodisations, des chronologies tout à fait fascinantes. C'est-à-dire qu'on va avoir des
des courts-circuits temporels qui sont profondément évidents quand on les voit, mais qu'il a fallu créer, et qui nous font passer de la fin du Moyen-Âge au XXe siècle, pour nous faire comprendre quelque chose dans la manière dont le drapé a pu être une question que s'est posée l'artiste, ou une solution qu'il s'est donnée. Je crois que c'est cet aspect qui est le plus frappant. C'est une sorte d'itinéraire un peu initiatique où on a, sur toutes les questions possibles, en les mettant dans tous les sens, des rapports entre le corps, le drapé, l'outil technique, le médium de création, le dessin comme outil aussi de recherche, les différentes possibilités de problématisation du drapé. Il y a des séquences génétiques qui sont données de façon très approfondie. Je pense par exemple, on le verra peut-être de façon un petit peu plus fouillée, à une séquence Moreau, Gustave Moreau, tout à fait extraordinaire, vraiment extraordinaire, où on a pour l'itinéraire qui mène à la petite Salomé dansant devant Hérode, qui nous est donné d'ailleurs très joliment, pas par le tableau final, mais par une ébauche du tableau final, ébauche magnifique, mais qui est l'un des termes possibles de ce trajet génétique, une sorte de plongée dans l'histoire du rêve d'un drapé, célébrissime, mais on a, je crois, peut-être une dizaine ou une quinzaine de dessins sur l'ensemble des 35 que représenterait la séquence génétique totale. Donc on entre quand même déjà de façon très approfondie dans la séquence. Alors on va peut-être regarder des images, et puis vous nous les commentez. Vous faites ça en duettiste. Duo. Et peut-être à la fois autant des images de moments, de séquences, que des images de salles, si vous en avez quelques-unes. Alors peut-être dire aussi que l'exposition est rythmée en 3 parties, avec une première partie sur les pratiques d'atelier, une autre que nous avons intitulée de manière très poétique « Le jeu de la draperie », on expliquera pourquoi, et la dernière sur l'anatomie de la draperie. Je te laisse l'introduire. Oui, le modèle rhétorique de la dissertation nous suit. Il y a 3 parties, mais s'il y a une démonstration, elle est fondée sur des œuvres. C'est une démonstration qui est non seulement génétique, mais aussi poétique. Rassurez-vous, on m'a longuement fait la remarque, 3 parties, des sous-sections, tout ça, c'est trop scolaire, trop académique. Mais je crois que l'impression générale est plutôt celle-ci. La démonstration est aussi poétique. Donc je tenais à le souligner, ce qui veut dire qu'il y a aussi une introduction et une conclusion. L'introduction, elle tourne autour de la question de la survivance. Pendant les 5 années qui ont précédé la concrétisation de ce projet, avec Sylvie, on s'est longtemps interrogé sur la manière dont on pouvait introduire ce sujet. Et toutes les expositions que l'on a visitées pendant ce laps de temps ont été scrutées sous cet angle-là. Comment commencer une exposition ? Fallait-il l'introduire à travers des œuvres emblématiques qui pourraient représenter les 3 étapes de la création d'une draperie ? Parce que c'est ça le sujet, comment mettre en place une draperie de la Renaissance à aujourd'hui, mais on déborde bien entendu ce cadre chronologique. On aurait pu commencer, c'est ce que j'appelle dans le catalogue, par une introduction prétéritive, c'est-à-dire on montre des choses pour ensuite ne pas les évoquer. Donc, par exemple, exposer des œuvres d'art non occidentales, khmères, précolombiennes, africaines, pour dire qu'ensuite on ne les traite pas, mais pour signaler aux visiteurs que la draperie n'est pas seulement un objet qui appartient à la civilisation occidentale, que ça concerne toutes les époques et toutes les civilisations. Ça, c'est essentiel. C'est certes un mot qui appartient au champ lexical des arts, mais qu'on peut l'appliquer à toutes les civilisations. Voilà. Il nous a semblé important de commencer par la question de la survivance, montrer que la draperie a une forme permanente, qu'elle traverse les périodes et les âges. C'est la raison pour laquelle on a confronté dans cet espace, la première partie,
des œuvres qui appartiennent à toutes les périodes, mais qui ne sont pas montrées, comme le sous-titre l'indique, de manière chronologique, même si on commence par l'antique. Donc, il y a un antique, un dessin de Jacques-Louis David, une sculpture de la fin du Moyen-Âge, un pleurant, 2 photos de Cartier-Bresson, une photo qui fait écho à une sculpture de l'époque moderne, de Stefano Maderno, et 2 photos récentes de Mathieu Pernaut. Et toutes ces photos montrent des formes, des figures éplorées. C'est l'image de la souffrance qui est évoquée, de la douleur, et la draperie est un support, un accessoire qui à la fois cache et révèle ces formes de souffrance. Donc c'est pour pouvoir signifier, pouvoir dire que la draperie fait encore sens aujourd'hui. C'est presque même une introduction politique lorsqu'on voit une sorte d'iconographie politique, lorsqu'on voit les 2 migrants de Mathieu Pernaut. Avant de rentrer dans ces questions de survenance, donc c'est un jeu de mots certes, mais qui introduit, enfin ce sont les 3 parties qui suivent. Donc Sylvie l'a rappelé, les pratiques d'atelier, là on rentre au cœur même de l'atelier, les processus de création, le nu et le drapé et l'anatomie de la draperie. Donc là on est dans la fabrique même de la draperie. Donc dans la première section de l'exposition, nous avons souhaité montrer donc les formes drapées qui se sont maintenues depuis l'Antiquité parce qu'elles ont été transmises par des pratiques, des processus particuliers au sein des ateliers ou au sein des académies. Donc, comment les artistes représentent une draperie en employant des simulacres pour modèle dans l'étude et dans la mise en place d'une composition peintre, en ayant recours à des petites figurines de cire ou des mannequins de différentes dimensions avant de faire poser des modèles vivants. Et l'une des plus belles démonstrations qu'on pouvait présenter était de remontrer ce magnifique dessin de Poussin qui appartient aux collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous savions que Poussin exécutait des boîtes optiques. Sur une planche, il disposait des petites figurines de cire qu'il habillait. Et il se servait ainsi de ce dispositif pour penser l'ordonnance de ces dispositions. Alors le dessin de Lyon est une étude préparatoire pour le tableau d'Eliezer et Rebecca qui est au Louvre. Et on peut imaginer tout ce théâtre d'ombre et de lumière qui avait été créé par Nicolas Poussin. Je te laisse commenter la petite figurine à côté parce que c'est une... Alors là, c'est une rencontre qui n'est pas fortuite, qui est calculée entre une œuvre, un dessin plus exactement, donc un document avant d'être une œuvre d'art, de Nicolas Poussin, confronté à une cire drapée de tissu épinglé sur l'âme même de cette forme, d'un sculpteur qui s'appelle Paul Dubois, originaire de Troyes. Donc, il y a plusieurs siècles qui séparent le dessin de la cire. Tout ceci pour évoquer le travail que Sylvie vient d'indiquer. On ne possède plus malheureusement de cire de Nicolas Poussin, ni même de petits mannequins, mais on a toutes ces descriptions, 3 exactement, qui nous permettent de reconstituer de manière idéale ce travail. Et cette rencontre permet aux visiteurs de comprendre d'une certaine manière comment Nicolas Poussin a pu travailler à travers cette petite figurine en cire de Paul Dubois, qui lui aussi pensait ces grandes compositions constituées de sculptures à travers ce type de figurines qu'il photographiait. Il y a 2 photographies d'ailleurs où l'on voit plusieurs cires qui sont disposées sur des sellettes en lien avec un programme qu'il avait projeté mais qu'il n'a pas mené à bien. Une remarque au passage, dans l'expo, alors là il s'agit d'un tout petit objet, très impressionnant, mais l'exposition est hantée par les mannequins, véritablement, puisqu'au fond, ce qui est interrogé beaucoup, c'est ce qui se prépare et se métamorphose dans la draperie, dans le drapé, entre l'expérience du mannequin et l'expérience du corps vivant. Et donc, on a des mannequins qui vont jusqu'à des dimensions énormes. Il y a un sublime mannequin qui prend une présence absolument incroyable à un certain moment. Voilà. Là, il faut l'imaginer, il est plus grand que vous, celui-là. Et on a, au fond, une déclinaison de mannequins, de structures, de formes, de matières complètement variées. C'est très impressionnant. Ça donne d'ailleurs à l'exposition de temps en temps un petit côté surréaliste, un côté un peu rêveur, quoi. Alors là, c'est une rencontre aussi. Une rencontre, j'avais eu la chance, lorsque j'étais à New York, de voir une exposition organisée au Met Breuer qui s'intitulait Like Life.
Et j'avais été absolument fascinée par ce mannequin. On connaît son auteur, Paul Huot. On sait aussi qu'il travaillait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle et que les artistes de l'Europe entière cherchaient à acquérir ces mannequins de figures féminines qu'il réalisait grandeur nature. Et c'est vrai qu'on a été totalement fascinés par cette figure. Et on a choisi de l'exposer à côté d'un dessin de Georges Grosz. On sait aussi que Georges Grosz avait confectionné une sorte de mannequin de chiffon dans son atelier. Et dès les années 30, il a également proposé plusieurs variations sur ce thème. Il y a dans l'expo trois mannequins de tailles différentes. Donc celui-ci qui fait presque 1,90 m de haut, qui vient du mètre, comme vient de le signaler Sylvie. Et il y a un tout petit mannequin qui est juste à côté. Je pense qu'on peut le voir sur... Non, c'est pas le bon bouton. Oui, on le distingue ici. Il est sous cloche. En fait, c'est une sorte de structure, un mannequin qui est réduit à son armature et qui correspond pratiquement à une planche de l'encyclopédie. Donc c'est un mannequin qui doit faire 1,20 m de haut. Généralement, c'était ce type de mannequin qui a été utilisé par les artistes dans les ateliers. Celui-là est extrêmement sophistiqué. C'est un système assez complexe avec des rotules en acier qui permettaient de l'articuler. Donc un modèle qui apparaît au XVIIIe siècle. Et les mannequins plus anciens, il y en a un que l'on voit dans une toute petite cloche qui se situe entre la peinture de Chérico, qui est sur la gauche, et la suite de dessins qui est sur la droite. Donc ça, c'est un mannequin assez rare, germanique. C'était les Allemands qui étaient spécialisés dans la fabrication de ces petits mannequins articulés en bois. Le système était constitué de sortes de fils faits à partir de boyaux de chat qui permettaient de réunir les différents membres en bois et les articuler bien entendu. Alors certains pensent que c'était aussi des objets de collection, mais les trois dessins qui sont juste au-dessus ont été exécutés d'après peut-être ce type de mannequin. Donc c'est la raison pour laquelle on les a confrontés. C'était des dessins qui datent de la fin du XVe, donc très tôt on commence à les utiliser. Le premier témoignage, c'est celui d'un architecte qui s'appelle Philaret, qui dans son traité d'architecture signale l'existence de mannequins en bois articulé. On le devine à travers certains dessins que Michel-Ange utilisait ce type de mannequin hors bois. Alors celui-ci est certainement un peu plus grand. On devine la structure extrêmement schématique du mannequin. C'est le seul dessin de Michel-Ange où l'on voit ce type de forme. Les autres dessins de Michel-Ange, vous avez ça en tête, ce sont des hommes robustes, musclés, bien entendu. Raphaël utilisait également des mannequins. On a un dessin qui est à Lille qui le montre pour la grande fresque de la dispute. Fra Bartolomeo en avait un. Vasari le signale dans la vie qu'il consacre à ce peintre. Et il avait même hérité de ce mannequin et il le conservait pieusement. C'est ce qu'il dit. Voilà. Donc on a essayé de réunir un certain nombre de dessins montrant l'utilisation du mannequin. Donc on n'est pas encore dans la draperie, on est autour de la draperie. On est dans les questions d'accessoires, avant, bien entendu, d'en parler de manière plus directe par la suite. Enfin, on est quand même déjà dans la draperie vraiment aussi, hein, parce que c'est... Moi, ce que je trouve fascinant dans votre approche, par exemple sur la question des mannequins, c'est la manière dont est mise en scène, et on le sent, quoi, c'est beaucoup plus une affaire d'affect et d'émotion que de raisonnement. À quel point le mannequin est présent dans la draperie pour la mise en place structurale d'une composition, mais on a quelques exemples inouïs où la même recherche est poursuivie sur modèle vivant et vous voyez le dessin tout d'un coup prendre une autre vie. C'est tout à fait extraordinaire. C'est mis en place, la structure est là, et puis tout d'un coup ça devient vivant, quoi, par la présence du corps. On peut montrer un dessin qui illustre ce que tu viens de dire, cette réunion, cette jonction du mannequin au modèle vivant. Donc j'avance un peu dans le diaporama. Alors voici deux dessins du même artiste qui s'appelle Louis Galoche, qui est mort nonagénaire, que personne ne connaît pratiquement. Ce sont deux dessins qui sont conservés de part et d'autre de l'Atlantique, on a réussi à réunir. Et l'on voit cette jonction, c'est le terme qui est utilisé dans la théorie de l'art,
au XVIIe et jusqu'au XIXe siècle, ce sont des conseils qui sont donnés aux impétrants, aux apprentis, aux futurs artistes. Il faut savoir joindre le mannequin au modèle vivant. Et là, on a une sorte d'illustration pratique de cette injonction théorique à travers ce dessin, celui de gauche, où l'on voit la structure même du mannequin, et celui de droite, où on voit cette transformation du simulacre fin en simulacre vivant. Oui, ils ont remonté que le simulacre vivant est très sensiblement sexué. Dans le dessin, on voit apparaître des formes sous un voile, si je me souviens bien, de poitrine absolument sublime. Alors, une petite anecdote, j'avais trouvé un mannequin assez extraordinaire conservé dans une collection particulière. Alors il faut savoir qu'il y a des aficionados, des fétichistes du mannequin, notamment une Canadienne qui est fascinée par cet objet, qui en a plusieurs centaines. Et il y a des mannequins bisexuels, je dirais, bisexués plus exactement. Il y a un système qui permet de faire apparaître des seins en utilisant une clé plus exactement. Donc s'ouvrent deux poches et à travers lesquelles deux seins surgissent. Donc je ne pense pas que ce soit ce type de modèle utilisé, puisque ça apparaît au 19e. Là, c'est un dessin qui date des années 1720 vraisemblablement. Bon, c'était une petite parenthèse. Et je vous montre un autre dossier, puisqu'on est dans cette question-là de la jonction. Ça, c'est ce que j'appelle un dossier génétique fictif. Pourquoi fictif ? Parce que les dessins qui sont exposés ne sont pas en rapport avec la peinture. Mais il a une vocation, une fonction, je dirais, pédagogique et didactique. Il s'agit de montrer le passage du mannequin. Le dessin de gauche montre la structure même du mannequin, le buste en V, le bassin en V inversé. Il manque le système d'emmanchement, donc les mains, qui correspondent en fait à la mise en réserve du corps de l'enfant Jésus. Et ensuite, on passe à ce dessin de Montagnat, qui est le même artiste qui a réalisé la peinture conservée à Lyon, où on a également, comme pour les dessins de Galoche, ce passage vers une illusion de modèle vivant avant d'arriver à la peinture. C'est d'ailleurs un dessin tout à fait extraordinaire à gauche. Il y a tout un côté abstrait de ce dessin qui est tout à fait fascinant. Alors, parfois on hésite pour certains dessins. On ne sait pas tout à fait si l'artiste a travaillé d'après mannequin ou d'après modèle vivant. C'est le cas notamment de cette étude de Grunewald. Bon, vous l'aurez compris, il était inenvisageable de faire cette exposition sur le drapé sans présenter une œuvre de Grunewald. Il s'agit là d'une étude pour la Vierge de l'Annonciation du retable d'Issenheim. Ça a été l'objet d'ailleurs de discussions, de tractations avec nos collègues de Berlin. Et c'est une œuvre, c'est vrai qu'on peut hésiter entre le mannequin ou le modèle vivant. En tout cas, il y a tout un vocabulaire de courbes et d'ondulations qui est tout à fait extraordinaire. Et que nous présentons avec un autre chef-d'œuvre de la Renaissance allemande, cette Vierge aussi de l'Annonciation de Tilman Riemann-Schneider. Qui est absolument sublime, vraiment. C'est un objet, on tourne autour avec fascination. Oui, on avance peut-être on avance un petit peu. On va peut-être montrer les modèles vivants. Il y a toute une séquence, la voici, autour de dessins, de photos aussi, et d'esquisses peintes évoquant la question du modèle vivant. On a même réussi à trouver un dessin florentin du début du XVIIe où l'on voit le modèle vivant posant dans une académie ou dans un atelier devant de jeunes artistes ou des artistes confirmés en train d'étudier cette figure drapée. Toute la séquence qui suit montre des dessins, des photos appartenant à différentes périodes. La photo et le pastel plus récent sont de Knopf, donc une photo que Knopf a faite d'après sa sœur Marguerite, en train de poser dans la pose du pastel qui s'intitule Le Secret. Je ne pense pas qu'on le voit. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette sous-section qui clôt la grande salle, la première grande salle de l'exposition. On a vu le dessin de Grunewald, on a vu la sculpture Riemann-Schneider, où il y a deux autres œuvres qui évoquent la question de cette incertitude du modèle utilisé, modèle vivant ou modèle fin. La question du mannequin, c'est le gage de la réussite d'une certaine manière du travail de l'artiste lorsqu'on ne sait plus exactement
de quelle nature est le modèle à utiliser. Alors, Pierre-Marc l'a rappelé, c'est vrai que toute l'exposition est rythmée aussi par des dossiers génétiques. Et nous savions, quand nous avons commencé à travailler sur ce sujet, qu'il fallait absolument évoquer, bien sûr, les recherches de Gustave Moreau. Notre choix s'est porté sur la figure de Salomé. Vous savez qu'en 1876, donc, Gustave Moreau expose ce grand tableau de Salomé dansant devant Hérode. Il va réaliser plus d'une trentaine d'études et nous avons réussi à en réunir quelques-unes qu'on peut classer en 4 groupes. Le point de départ, c'est cette figurine de cire. Malheureusement, pour des raisons de conservation, elle n'a pas pu rejoindre Lyon. C'est une œuvre absolument bouleversante puisque vous avez encore des lambeaux de drapés autour du corps. Et nous avons pu donc réunir un dessin sommaire, des études qui ont été réalisées d'après cette figurine de cire, quelques études faites d'après mannequin. D'ailleurs, l'artiste a pris le soin de l'indiquer sur la feuille. D'autres études ont été faites d'après modèle vivant. Et on peut encore lire le nom du modèle et son adresse. Et puis des études de grand format qui parviennent à une sorte d'abstraction de la forme pour élaborer cette figure archétypale. Donc, qui va vraiment être sublimée dans le tableau. Alors, nous ne présentons pas le tableau final, mais cette très belle esquisse peinte en conclusion du dossier, d'ébauche. Ouais. C'est probablement un moment fort de l'exposition. On est complètement fasciné. Enfin, moi, je veux dire que j'adore Moreau, alors ça m'a beaucoup plu et ça m'a... Enfin, j'ai découvert des choses que je crois que la démonstration, elle est pas seulement pédagogique, elle est vraiment donnée au spectateur comme une recherche qui lui est offerte. Et on trouve, par exemple, dans le détail, il y a une évolution extraordinaire sur l'évolution vers la Salomé tatouée. On voit comment tout d'un coup, sous le drapé de la mousseline, apparaît de façon très, très modeste d'abord, mais quelques tracés de henné, comme ça. Enfin, on suppose que c'est ça. Et puis, de dessin en dessin, ça devient de plus en plus important. Reviens à Moreau. Voilà. Et jusqu'à ce que le tracé des tatouages devienne presque dominant. C'est tout à fait étonnant. Puis ça régresse. Et à travers la progression dont Sylvie parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord mannequin, d'abord petite figurine, ensuite mannequin, ensuite modèle vivant, et ensuite imaginaire d'après le modèle vivant. C'est tout à fait fascinant. Et je dois dire qu'il y a une chose qui n'est pas là, que vous n'avez pas reproduite, qui est le deuxième dessin à côté. Dans un cas, on a l'évolution avec la Salomé, et puis il y a un autre dessin qui était dans la même présentation, où on voit Hérode. Et alors là, ça a été là, excusez-moi, mais je vais révéler une chose inavouable, mais qui pour moi est une révélation absolue, qui correspond à quelque chose que j'avais imaginé en faisant l'analyse génétique, pas de ces dessins-là du tout, mais de Hérodias de Flaubert, qui, vous savez, a écrit dans 3 contes le conte sur Hérodias et la petite Salomé, après avoir vu la peinture de Moreau au salon de 1876. Donc Flaubert rêve, à partir de ces tableaux de Moreau, et en particulier de Salomé devant Hérode, son conte d'Hérodias, l'écrit et met en scène un nouveau mythe littéraire. C'est la Lolita tueuse, quoi, celle qui anime nos recherches aujourd'hui sur les pédophiles, etc. Et dans l'imaginaire de Flaubert, dans les brouillons, là où il s'exprime librement avant de se garder un peu plus pour le texte définitif, il nous dit des choses sur Hérode, regardant Salomé de son toit, qui se trouve dans les dessins de Moreau, dans le dessin d'Hérode qu'on trouve dans l'expo,
vous pouvez même y aller que pour ça, franchement. On voit Hérode se masturber devant la petite Salomé. Alors c'est vaguement gommé par Moreau quand même un tout petit peu, mais non, véritablement c'est ça. Et la posture de la main, du bras, voilà. Et c'est complètement hallucinant. Et on est là, je dirais vraiment pour moi c'était très intéressant comme révélation, puisqu'au fond c'est l'équivalent, vous voyez, de cette écriture privée dans le brouillon que le dessinateur est en train de mettre en place pour, au fond, faire fonctionner son imaginaire, quoi, hein, en disant des choses qu'il ne va plus dire, bien sûr, dans l'œuvre définitive, ni même dans l'ébauche, mais qui est un moment de l'imaginaire créatif. J'aurais peut-être pas dû le dire. Si, au contraire, mais bon, ce dessin est certes dans l'expo, mais il n'est pas dans le catalogue, tout simplement parce que lorsqu'on emprunte un dessin au musée Gustave Moreau, en fait, on emprunte une structure, un système d'encadrement. Et la planche en question contient le dessin préparatoire pour la figure de Salomé, mais également cet autre dessin. Donc on a décidé de le montrer également, mais c'est à la fois hors sujet et dans le sujet, parce que c'est un dessin qui appartient au même dossier génétique pour la Salomé. C'est totalement dans le sujet, parce que à quoi sert le drapé et cette révélation et dissimulation si ce n'est... Alors, là, c'est un autre sujet. C'est la question à la fois des lapsus ou des corrections apportées. Ça, j'ai réuni également toute une documentation, toi aussi de ton côté, j'imagine, depuis le XVIe siècle, enfin, lorsque le dessin sur support papier se répand, et jusqu'à maintenant, on peut distinguer et découvrir ce que j'appelle des lapsus graphiques ou des erreurs qui sont constatées a posteriori. Et là, c'est le sujet d'une autre exposition, et ce dessin pourra très bien en faire partie un jour, bien entendu, et tout en sachant que Moreau, il le dit, est revenu sur la sélection, sur les œuvres qui étaient présentées. C'est pour ça qu'il a dû gommer, corriger. Enfin, c'est à peine gommé, hein, parce que franchement... Oui. Ouais. Bon, on avance un tout petit peu. On avance avec, vous le voyez, une captation chorégraphique. Nous avons souhaité aussi rythmer l'exposition par des œuvres, alors nous les qualifions de dissonantes en termes de statut, de chronologie, de médium, de géographie artistique. Et cette dissonance, elle est très souvent assurée par ces captations de spectacles chorégraphiques. Il y a eu aussi tout un travail de collaboration que nous avons pu mener avec la Maison de la Danse à Lyon, qui a un programme spécifique, le programme Numéri-Danse. Et cette chorégraphie, en fait, annonce d'une manière un peu critique, distante, décalée, la deuxième section de l'exposition que nous avons intitulée « Le jet de la draperie du nu au drapé ». Alors, de quoi s'agit-il ? Il fallait montrer que l'usage de simulacres ou l'usage d'études d'après modèle vivant était indissociable de l'étude conjointe, comme l'a dit Éric, d'une même figure ou d'un groupe de figures nues et puis drapées. Et cette expression, le jet de la draperie, elle est empruntée à plusieurs théoriciens de la littérature artistique du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui disaient que tout l'art en fait du praticien, tout l'art de l'artiste consistait à bien jeter la draperie sur le nu. Tu vas peut-être commenter ce dessin qui est le plus... On a réuni un certain nombre de dessins de toutes les époques. Celui-ci est le plus ancien, il est attribué à Lorenzo di Credi, donc un Florentin de la fin du XVe siècle. Et le dossier génétique le plus récent est celui consacré autour d'un grand tableau de Pablo Picasso qui se trouve au MoMA, mais on a réussi à réunir des dessins et des esquisses et une grande sanguine en lien avec ce tableau. Donc du 15e et jusqu'à Balthus, et certainement encore maintenant, peut-être auprès de certains praticiens et de certains peintres, il était constant d'étudier le nu, de représenter le nu avant de jeter le drapé sur ce nu. Enfin, c'est le nu qui forme la draperie. Le nu est une forme formante, structurante, et c'est une injonction que l'on retrouve sous la plume de la plupart des théoriciens de l'art italiens et français, à l'exception des théoriciens et des commentateurs germaniques et des écoles du Nord. Lorenzo di Credi,
On a réuni aussi, je crois qu'il y a le dessin de Degas, Sylvie va peut-être en parler, une acquisition en cours, où l'on voit la même figure nue en train de courir derrière son propre drapé, le dossier autour du tableau de Picasso. Peut-être que tu peux en dire... Oui, alors Picasso aussi, c'était pour nous un artiste très très important. Nous l'abordons là à travers ce thème des 3 femmes à La Fontaine. Vous savez que c'est un thème auquel il travaille au cours de l'été 1921 et qui va lui permettre de réaliser à la fois un tableau. Le tableau est aujourd'hui conservé au MoMA, et cette très belle sanguine qui est restée, je crois, dans l'atelier de l'artiste et qui n'a été révélée au public qu'au moment de la présentation de la Dation, donc dans les années 80. Et en fait, ce qui nous a beaucoup intéressé en regardant notamment une étude, un dessin conservé dans les collections du musée Picasso, c'est de voir que Picasso reprenait un mode classique de recherche graduelle, progressive, qu'il réexploitait en fait un procédé d'étude traditionnel, académique, puisque pour une des figures de la peinture, il commence par la dessiner lue, pour la draper ensuite. Oui, ça a été une grande découverte grâce à l'exposition Picasso bleu et rose au musée d'Orsay. En 1905, il reprend ce procédé de recherche. Et ensuite, en 1921, on a dépouillé tous les catalogues, Zervos, pour savoir si c'était une constante ou au contraire quelque chose d'épisodique. Et la grande surprise, ça a été de constater que non seulement il reprenait un thème classique, mais également un procédé de recherche classique pour ce tableau. Alors, on avance un peu. Donc, on vous montre quelques images. Avant de parler d'un autre grand dossier, autour de 2 tableaux, 2 répliques plus exactement de Jean-Auguste Dominique Ingres. Le musée des Beaux-Arts de Lyon conserve le tableau qui est sur la droite, l'Odyssée, et le tableau qui est sur la gauche appartient à une grande collection privée parisienne. Donc Sylvie souhaitait à juste titre les réunir, on a négocié les prêts, on a obtenu le prêt de ce tableau qui, on l'espère un jour, restera dans les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et tout autour, on a monté ce dossier génétique partiel consistant à mettre d'un côté les dessins préparatoires pour la figure nue et de l'autre pour la figure drapée. Il y a bien entendu des dessins qui montrent la jonction du drapé et du nu. La figure est en cours de drapage. C'est un dessin qui se trouve dans le dossier consacré à la figure de l'Iliade. Et certains dessins montrent des aberrations anatomiques qui sont extraordinaires. C'est tout à fait fascinant dans cette série-là. Ouais. Et on le devine dans le tableau de l'Iliade, mais c'est extrêmement prononcé dans certains dessins préparatoires. Alors il faut savoir qu'Ingres avait en horreur, et il le dit, Laposse, ses biographes le répètent, il avait une sainte horreur de l'anatomie, et la blague que faisaient certains de ses élèves d'ailleurs, c'était d'installer un squelette ou des choses rappelant l'anatomie. C'était la chose la plus terrible qui soit pour lui. Donc la forme même, pour Ingres, est malléable, il se permet des distorsions anatomiques, et il rejoint une tradition que l'on retrouve chez les Carrache. Annibal Carrache disait qu'un peintre n'avait pas à être anatomiste, seul le médecin doit l'être. Il doit certes connaître les fondements même, mais il ne doit pas partir du squelette pour ensuite reconstituer le corps, parce que c'était tout un travail qui était effectué. Donc là, il se trouve dans cette continuité. Mais là, ce qui est extraordinaire dans cette série, c'est que on a l'impression que le drapé sert à cacher le monstre. Parce que si dessous, c'est pas normal du tout, quoi. Avec le drapé, c'est plausible, ça va. Le bras gauche est un petit peu trop gros, mais ça va. Là, on est effectivement, on contredit même le principe de ce travail qui consiste à se disjoindre le nu et le drapé à travers quelques dessins d'Ingres où le drapé cache justement ces distorsions anatomiques, ou les montre certes un peu, mais les cache en grande partie, quoi. Voilà, oui, c'est important de vous montrer cette vue de salle. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les espaces du musée, vous savez que les espaces d'exposition en fait s'organisent sur 2 niveaux, et c'est toujours un espace assez difficile quand on arrive
dans cette très grande salle. Là aussi, c'était un pari un peu fou de juxtaposer, vous le voyez, un très grand tableau de Fabre qui n'est en fait que le fragment d'une grande composition qui était peinte, qui devait être peinte pour une congrégation religieuse. Malheureusement, dans les années 1790, la congrégation est dissoute et le commandateur meurt. Et il ne reste plus que ce fragment qui, pour nous, est absolument parfait pour notre démonstration, puisqu'il montre que le peintre s'est attaché à représenter d'abord ces figures nues avant de les draper. Et puis, vous avez alors au cœur de cette salle deux très grandes sculptures de Rodin. Rodin est évoqué à travers deux dossiers. L'un concerne l'âge des Reins et l'autre concerne l'un des bourgeois du monument des bourgeois de Calais, Pierre de Vissant. Et là aussi, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de voir comment Rodin arrivait à faire d'un procédé, donc le nu et le drapé, un motif artistique à part entière, digne d'ailleurs d'être présenté dans le cadre d'une exposition. Alors, nous présentons une esquisse en terre cuite qui a été suivie d'un modèle en plâtre qui ont pu servir à des fontes en bronze, et puis ces deux très grandes sculptures, deux très grands bronzes, donc de grandeur nature, que l'artiste a réalisé. Et pour réaliser le drapé, il a trempé dans de véritables chemises, dans du plâtre. Donc c'est vraiment là aussi un des dossiers, je crois, très saisissant de l'exposition. Juste un petit mot sur la question de la sculpture. On a vu surtout des dessins de peintres ou des peintures dès le XVIe siècle, et là Cellini le dit dans son traité sur la sculpture. Le sculpteur, comme le peintre, doit d'abord représenter le nu, doit modeler le nu avant de le draper. Très souvent d'ailleurs avec de véritables tissus. Et Rodin s'inscrit dans cette continuité, il la reprend, mais la différence avec Cellini, avec Dalou, avec Canova, qui travaille également de cette manière, et d'autres sculpteurs, c'est que lui transforme ses processus de création en un motif artistique à part entière, digne d'être exposé dans l'espace du musée ou de l'exposition. Et on a trouvé au musée Rodin une photo assez extraordinaire montrant une salle d'exposition à Leipzig. C'est Rodin qui a conçu cette exposition, et il expose en 1904, si je me souviens bien, non seulement des sculptures à part entière à l'échelle 1 de Pierre de Vissant, mais également les étapes préparatoires, le Pierre de Vissant nu et le Pierre de Vissant drapé sous la forme de plâtre et de photographie. Donc ce qui était jusqu'alors réservé à l'espace de l'atelier, ce qui ne sortait pas de l'espace de l'atelier, avec Rodin, me semble-t-il, devient à part entière un objet digne d'être exposé. Donc c'est vraiment presque un changement de paradigme avec Rodin, et on le montre d'une certaine manière, on le suggère surtout dans le catalogue. Mais on peut dire que toute l'expo est sur ce modèle-là, en fait. D'une certaine façon, vous convoquez le laboratoire de l'artiste quant au drapé pour nous le faire sentir à l'état naissant, quoi. Mais je crois qu'il faudrait dire un mot quand même de la dernière salle, parce que elle a quelque chose de magique, cette dernière salle. Non, on peut encore se promener avant. Il ne faudra pas l'oublier, c'est tout. Passer, oui, à la troisième grande partie de l'exposition, l'anatomie de la draperie, où il s'agissait de présenter des formes drapées constituées de plis plus ou moins marqués, à travers notamment deux procédés, la mise en réserve et les études de détail. On peut peut-être voir quelques exemples. Oui, on va voir quelques exemples. Alors là, on est au cœur même de la forme drapée. Les deux sections, les deux parties précédentes tournaient autour d'une certaine manière de la draperie, à travers la question du nu, même si on approche, et puis la question des accessoires. Là, on est dans les formes même en train d'être travaillées de la draperie, à travers des procédés, comme Sylvie vient de le dire, qui sont propres aux dessinateurs, la mise en réserve et les études de détail. Et là, je tiens à évoquer une expression qui est celle de l'œil du pli. C'est une découverte
liée à tout le travail préparatoire de cette exposition, une expression que l'on trouve en Italie au XVIe siècle, qui est ensuite transposée dans le domaine de la théorie de l'art française. Et à un moment, avec Sylvie, on s'était dit, peut-être pourrions-nous intituler cette exposition « L'œil du pli », une très belle expression, mais un peu trop énigmatique peut-être, donc on l'a mise de côté au profit de drapés. Et peut-être qu'on aurait dû parler d'ailleurs de la question du titre, mais on peut peut-être l'évoquer en quelques mots. On voulait aussi à un moment utiliser le verbe à l'infinitif draper pour indiquer cette action en cours de drapage. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il existait déjà un photographe américain qui s'appelait James Draper et qui également qui faisait des draperies. Donc, et puis, il y a toute une série américaine. Le héros s'appelle aussi Draper, et on l'a laissé de côté parce qu'il y avait un certain nombre de confusions. Donc, l'œil du pli, pour revenir à l'œil du pli, ça a été aussi à un moment un titre potentiel de cette exposition. Mais c'est une très belle expression qui désigne le travail du modelé, du volume, des plis, des rentrants, des tournants. Et on la trouve jusqu'au XIXe siècle. Il y a Littré dans son dictionnaire en parle. Il y a une entrée œil du pli dans le dictionnaire de Wathelet. Donc c'est vraiment une expression qui a été utilisée par les artistes et les théoriciens de l'art. Alors voilà 2 dessins le premier qui est sur la gauche est attribué à Léonard ou à Verrocchio, un dessin qu'on a obtenu en prêt. La négociation a été difficile, mais on est très content au moins d'avoir un dessin qui aurait pu figurer d'ailleurs dans une autre section de l'exposition. Donc c'est tout le problème des expositions. Où mettons certaines œuvres? Celui-ci aurait pu figurer dans la section consacrée aux études d'après mannequin. On devine la structure du mannequin, mais comme il est pratiquement mis en réserve, on a préféré le mettre dans cette section consacrée à l'anatomie de la draperie. Et puis le dessin de droite, le Bronzino, où l'on devine une forme délinée, un corps absent en cours de formation au profit d'un draperie finement dessiné. Donc là, les études de détail, je crois les qu'il y a manches. un détail de Dix, je crois, non ? Non. Voilà, oui. Alors bien sûr, Ernest Pignot-Ernest était aussi presque un artiste imposé. Alors, avant, tu montres ce dessin d'Otto-Dix. Otto-Dix, vous savez que dans les années 30, opère ce retour vers les maîtres anciens, les maîtres de la Renaissance allemande, et va peindre, et va travailler, dessiner en leur empruntant leur technique. Et c'est vrai qu'on a littéralement traqué ce dessin qu'on a trouvé dans les collections du musée de Brunswick et qui juxtapose, vous le voyez, une étude de plissé pour une manche avec un autoportrait. Ensuite, on passe à une toute petite section consacrée à la question du mouvement. Lorsqu'Alberti parle du drapé dans le Di Pictura, c'est pour mettre en valeur la question de la représentation du mouvement. Donc le draperie est un accessoire qui permet d'évoquer quelque chose qui, dans la peinture, bien entendu, est immobile, mais qui suggère un avant et un après, une chronologie suspendue. Donc le drapé, c'est accessoire clé, et le dessinateur, le peintre, le sculpteur doit être capable de suggérer ce mouvement à travers l'ondulation des formes dans l'espace. Et ce dessin de Giroté le montre parfaitement. Donc il met en réserve les corps plus exactement du père porté par son fils. C'est un dessin qui prépare un grand tableau qui est au musée du Louvre, le Déluge. Et tout autour, on a réuni non seulement des photos, mais également des captations chorégraphiques, donc des photos de Muybridge, une photo de Cunningham, 2 photos de Man Ray, et puis un spectacle, c'est la Loie Fuller, une reprise de la Loie Fuller par une artiste contemporaine. Brigida Uckheim, voilà. On avance avant d'arriver à la dernière salle, souhaitée par Pierre-Marc, à une section que nous avons intitulée Drapé sans corps. Et là, nous sommes partis de cette feuille que j'évoquais tout à l'heure, cette feuille de Dürer. On peut en voir, je crois, un détail.
voilà, qui est vraiment l'un des chefs-d'œuvre des collections des arts graphiques du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette feuille, elle est liée à la commande qui avait été confiée à Dürer par Jacob Heller, qui était ce marchand de draps à Francfort. Dürer devait réaliser un grand panneau représentant l'Assomption et le couronnement de la Vierge. L'œuvre a été brûlée, on ne la connaît plus maintenant que par une copie ancienne, mais il reste à peu près une quinzaine de dessins. Et Lyon a la chance donc d'avoir cette étude. Et ce qui m'a toujours frappé quand j'ai découvert ce dessin, c'est qu'on pouvait en faire une lecture presque abstraite. Il est en effet extrêmement difficile de le rattacher au pan du manteau de la Vierge. Et à partir de là, donc on a conçu toute une section de draper son corps qu'on emprunte à Ilion. Il y a d'autres artistes qui sont représentés, plutôt des artistes du XXe et du XXIe siècle. Une très belle série aussi de James Welling, qui est ce photographe qui travaille aujourd'hui à Los Angeles et qui s'est beaucoup intéressé à la draperie parfois en citant les maîtres anciens, puisqu'il a toujours été fasciné par ces tentures que l'on voit, notamment dans les tableaux de Rembrandt. Il y a Imogen Cunningham qui inaugure en fait toute une section consacrée au lit des faits, là aussi avec le souvenir de cet extraordinaire autoportrait de Dürer qui se représente avec cette étude d'oreiller. Et puis on arrive, On arrive dans la seule section monographique de l'exposition, une sous-section qui appartient à cette partie intitulée l'anatomie de la draperie, autour de l'œuvre photographique d'un psychiatre devenu photographe et ethnologue, pourrait-on dire, de la draperie, qui s'appelle Gaëtan Gassian de Clérambault, que vous connaissez peut-être, qui avait fait sa thèse sur la passion érotique des tissus chez la femme et qui, au début des années 10, s'est pris de passion pour la draperie. Son ambition était d'écrire une histoire universelle de la draperie à travers les civilisations et les âges. Il n'a pu faire qu'un travail consacré autour du costume traditionnel marocain, le haïk. Il est parti au Maroc en 1917, en 1918. Et il a photographié non seulement des hommes, mais aussi des femmes vêtues de ce costume traditionnel. Et pour lui, ce vêtement traditionnel était, il le dit, une draperie vivante, donc une survivance de formes drapées anciennes. Et son ambition était aussi de décrire la façon dont le drapé était posé sur le corps. C'est la raison pour laquelle on l'a mis dans cette sous-section, enfin dans cette grande section sur l'anatomie. Il décrit précisément chacune des formes à travers un langage, une sorte de glossaire combinant des termes issus de l'anatomie, de la médecine et également de l'histoire de l'art. Donc, pour donner un exemple, le voile, il appelle ce tissu que l'on met sur la tête le drapé céphalique. Le drapé scapulaire est porté au niveau de l'épaule. Donc c'est un langage assez poétique et assez étrange qu'il utilise. Il a donné des conférences à l'école des Beaux-Arts, 2 ou 3. Il faisait poser des modèles qui étaient drapés, qui étaient vêtus de ce costume traditionnel, parce que son ambition était aussi de montrer aux étudiants la façon dont il fallait bien représenter le tissu traditionnel. Voilà. Il faut rappeler que c'était le maître de Lacan. Oui, c'était le maître de Lacan. Alors il y a des images qu'on peut vous montrer, il y en a 2, un dessin et une des photographies, il y en a 20 qui sont montrées dans cette sous-section. En fait, ça nous introduit au fantôme, c'est ça. C'est une salle un peu... Voilà, on arrive là à la toute dernière, c'est la conclusion de l'exposition, ou son envol, que nous avons intitulé Du drapé au pli, où la draperie, vous le voyez, se fait voile, drap, fantôme, linceul, suaire. Il s'agissait vraiment de montrer ce passage de la draperie au drap, au voile, au linceul, qui clôt le temps de la conception et de la conception des œuvres. Avec au centre de la salle cette sculpture de Corradini, qui est une allégorie de la foi, qui cache ou qui révèle en fait les parties du corps. On aperçoit aussi le triptyque de Zinette Zedira, qui est se veut un autoportrait en Vierge Marie et qui pose la question du voile, aux confins de cette réflexion des civilisations orientales et occidentales. Et puis
La Chrome de Piero Manzoni, qui est vraiment l'œuvre ultime de ce parcours, qui réduit le drapé à une toile, à la seule toile plissée. Je crois qu'il faut sentir, parce que là c'est vraiment une question de présence, à quel point cette dernière salle est faite de la lumière et des ombres, une sorte de drapé qui enveloppe tout ça. On est dans une suspension quand même à la fin. Non, c'est très impressionnant, hein, quand on est au niveau en entrant dans la salle, au niveau des ombres et des ombres qui figurent le drapé, on est dans une espèce de résumé onirique, quoi, un petit peu complètement rêvé de toute l'exposition. Alors peut-être juste un mot avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions, sur les trouvailles, les découvertes. Qu'est-ce qui, au fond, cette recherche, elle vous a amené à faire émerger quelques œuvres tout à fait inattendues. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos trouvailles ? Peut-être juste dire que, comme nous l'avions fait pour le plaisir au dessin, c'est vrai que j'ai demandé à Eric vraiment de reprendre son bâton de pèlerin et d'aller travailler déjà dans les fonds des musées en région. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir beaucoup travailler dans les cabinets d'art graphique des musées européens. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques trouvailles, quelques pépites. Tu peux peut-être en donner. Oui, alors j'ai refait mon tour de France et mon tour d'Europe grâce à Sylvie. Je l'avais déjà fait pour l'exposition de plaisir au dessin. Et systématiquement, j'ai revu tous les fonds d'art graphique, non seulement du musée de la région, mais du musée parisien. Et comme d'habitude, les grandes découvertes, elles se font juste à côté, enfin les grandes ou petites. Hein. J'ai trouvé par exemple au musée du Louvre un dessin de Layton, donc un poste pré-raphaélite anglais. Il était conservé dans une boîte de dessin anonyme français. Alors je ne suis pas spécialiste du dessin anglais du 19e, mais il se trouve que je venais de visiter son atelier à Londres, donc j'ai trouvé ce dessin. Et puis, l'autre grande découverte, ça a été une peinture conservée dans les réserves du musée d'Ixelles. On va essayer de la retrouver. C'est une peinture qui montre l'atelier de Laurent de La Hire, donc un peintre français du XVIIe siècle. C'est un unicum, hein, parce qu'on ne possède pas d'intérieur d'atelier pour la peinture française au XVIIe siècle. Alors voilà l'intérieur d'atelier. En plus, c'est une œuvre croquignolesque. On voit le peintre de dos conversant avec un autre peintre, vraisemblablement. Il travaille. Et juste sur la gauche, vous avez le mannequin en bois articulé, drapé, posé assis sur un tabouret, un être vivant presque, il est maintenu par un bâton, et la pose, on va revenir en arrière, est reprise dans le tableau qui est en train d'être exécuté par La Hire lui-même. Alors pourquoi un tableau de La Hire ? Tout simplement parce que la matière stylistique est de La Hire, et puis dans le tableau qui est en haut à droite existe, il est de La Hire, il est conservé dans un musée allemand, tout simplement. Donc voilà une des découvertes qui me viennent, mais il y en a d'autres. Peut-être citer aussi, c'est vrai qu'on est passé très vite tout à l'heure devant l'image de Christo. Et là aussi, ça a été une découverte en lisant les entretiens, de voir que, voilà, il expliquait que lorsqu'il emballait ces modèles, ces sculptures, ces mannequins, il s'inscrivait en fait dans la tradition de la draperie. Voilà, il le dit vraiment explicitement, il utilise le mot draperie. Pour lui, il est vraiment dans cette continuité-là lorsqu'il emballe des femmes, des mannequins et des statues antiques ou modernes. Là, ce sont des captations vidéo. Voilà les découvertes qui me viennent à l'esprit pour le moment. Peut-être on garde une minute pour les questions de la salle. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'aurais deux questions. L'une d'abord sur le vocabulaire. Est-ce qu'il y a une distinction à établir entre drapé et draperie ? Et d'autre part, est-ce que c'était
hors de votre sujet, de traiter les moments où les plis se ramassent et on va jusqu'à des draperies mouillées et des plis vraiment très fins, très serrés, et les périodes où les plis semblent plus sculpturaux, plus lourds, comme des sculptures de bois. Voilà. Merci. Concernant la distinction terminologique entre les mots drapé et draperie, nous ne l'avons pas explicitement faite dans le catalogue et dans l'exposition. Très souvent dans les traités, 18e surtout, les mots sont employés de manière alternative. Il n'y a pas de véritable distinction nette entre les deux termes dans les textes, en tout cas anciens. Alors nous, on utilise plus le mot drapé qui permet de suggérer un processus, quoi. On drape, et puis c'est aussi un jeu de mots avec le verbe draper, ER, qui indique une forme en train de se faire. Donc c'était à l'origine le titre que l'on souhaitait évoquer. Alors, quant aux distinctions drapé mouillé ou toutes les formes même du drapé, on n'est pas rentré au cœur même de ces distinctions. On aurait pu, mais bon, c'est vrai que le sujet était tel que on a mis de côté un peu ces questions-là. Qui sont traités généralement par la plupart des historiens de l'art. Alors, ils ne le traitent pas de manière génétique, hein, bien entendu, ils le traitent de manière stylistique, parce que toutes ces différences, le drapé fin, le drapé mouillé, quand on emploie tous ces termes, ou d'autres termes, notamment dans l'histoire de l'art germanique, qui sont assez métaphoriques, hein, le drapé en forme de branchie, de tête d'épingle, des termes que l'on retrouve. Oui, ils sont mis en scène, mais là, ces termes sont utilisés pour distinguer des styles. Voilà. Donc, c'est le cas dans l'historiographie germanique, surtout au 19e ou au 20e siècle. Oui, puis j'ai l'impression, enfin, comme regardeur, hein, comme témoin, que ces distinctions constituent une typologie de drapé coulé dans le bronze. Vous voyez, et c'est pas du tout l'objet de l'expo. L'expo, c'est comprendre le mouvement, au fond, qui fait du drapé un geste, quoi. Mais les exemples dont on parle, ils sont là, mais c'est pas. Mais c'est vrai que c'est une question importante. On aurait pu également évoquer la question de la couleur, la matérialité du drapé, parce que ça, chez Reynolds, chez les grands théoriciens, en ligne, sous leurs plumes, il faut pouvoir identifier les tissus représentés. Comme on a privilégié le dessin, on ne le voit pas exactement, cette question de la matérialité. On a vu le dessin de Bronzino, le dessin de Léonard, projeté sur cet écran. On ne distingue pas la matière. S'agit-il d'une toile de lin? S'agit-il d'une autre forme de tissu? On n'est pas rentré là-dedans. On avait à l'origine voulu présenter la question de la couleur. Alors on avait réuni quelques œuvres, mais on ne les a pas obtenues en prêt, et toute cette section s'est effondrée. Mais on aurait pu l'approfondir, effectivement. Puis ça laisse un peu de champ pour les professeurs d'art plastique, parce que quand je suis allé voir l'exposition, il y avait un professeur d'art plastique, une femme, avec des gamins qui étaient tous assis devant une œuvre, et elle a sorti de son sac des coupons de tissu, et elle a montré en se drapant aux enfants, voilà, ça c'est du taffetas, vous voyez, ça fait des plis un petit peu comme ça. Et c'était vraiment dans le dialogue avec les œuvres, c'était plutôt sympathique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous donnons rendez-vous le 26 mars prochain pour le prochain dialogue qui sera consacré à l'ouvrage Le Japon grec de Michael Luken. Merci et bravo.